Que va faire la Suisse de son statut de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? C'est le grand angle de ce dimanche 12 juin. C'était une élection sans suspense. La Suisse était la seule à briguer avec Malte les 2 sièges du bloc d'Europe occidentale. Jeudi, elle a donc été élue au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2023-2024. Que va-t-elle faire de ce statut de membre non permanent? C'est notre grand angle. Et pour en parler, 2 anciens présidents de la Confédération. Joseph Deiss, vous êtes le conseiller fédéral qui a fait adhérer la Suisse à l'ONU en 2002, avant d'ensuite présider son Assemblée générale en 2010 et 2011. Micheline Calmiret, vous êtes la conseillère fédérale qui a lancé la candidature suisse pour le Conseil de sécurité. Bonsoir à vous deux et merci d'être avec nous. Bonsoir. 20 ans après son adhésion à l'ONU, la Suisse devient donc membre non permanent du Conseil de sécurité. Ayant obtenu la majorité requise des 2 tiers et le plus grand nombre de voix, l'Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse sont élus membres du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2023. Joseph Deiss, un petit peu d'émotion quand vous entendez ces mots prononcés au cœur de l'ONU ? Oui, bien sûr, c'est une grande émotion pour moi, je dirais, parce que c'est un moment historique pour notre pays. C'est peut-être un jour ordinaire pour les Nations Unies, mais pour la Suisse, c'est l'aboutissement de ce que nous avons engagé il y a 20 ans par l'adhésion, après avoir eu plusieurs péripéties difficiles. Je rappelle peut-être quand même que la Suisse est l'unique, à ma connaissance, l'unique pays qui a rejoint les Nations Unies sur la base d'un référendum populaire, ce qui n'est pas une chose facile, car il faut expliquer à l'homme de la rue ce que c'est que l'ONU, quoi elle sert, à quoi elle sert, et surtout, qu'est-ce que ça peut servir à la Suisse d'être membre d'abord de l'ONU et aujourd'hui du Conseil de sécurité. Micheline Calmiret, même question pour vous, une petite émotion jeudi en voyant ces images? Moi, j'étais très satisfaite de voir que, avec les efforts qu'on a fait pour faire accepter cette candidature du Conseil de la Suisse au Conseil de sécurité, enfin, la candidature a abouti et la Suisse est actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité. Ça allait pas de soi, parce qu'il y a eu pas mal de discussions en Suisse sur la compatibilité de la présence suisse au Conseil de sécurité et de la neutralité de la Suisse. Donc il a fallu convaincre le Conseil fédéral, le Parlement, et voilà, ensuite porter cette candidature aux Nations Unies. Donc moi je suis contente et satisfaite, mais si vous voulez mon avis, c'est un rôle normal. La Suisse, ça fait 20 ans qu'elle est membre des Nations Unies, donc qu'elle assume les tâches, qu'elle prenne ses responsabilités au sein des Nations Unies aussi en posant sa candidature pour le Conseil de sécurité. Ce sont les 5 membres permanents qui détiennent le réel pouvoir. Joseph Deiss, c'est une élection symbolique, c'est une question de prestige plus qu'autre chose? Non, je ne pense pas que c'est une élection simplement symbolique. On a beaucoup mis en évidence le rôle des 5 membres permanents qui ont le droit de veto et on a diminué un peu peut-être le rôle que peuvent ou que doivent jouer les 10 pays non permanents au Conseil de sécurité. Je dis toujours que les membres qui ont le droit de veto peuvent bloquer des dossiers, comme on l'a vu dans le cas de l'Ukraine pour la Russie, mais ils ne peuvent pas imposer au Conseil de sécurité des décisions qu'ils souhaiteraient, puisqu'il faut au moins 9 voix pour rendre valable une décision au Conseil de sécurité. Donc, sans les membres non permanents, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Et la Suisse, qui est un petit État, qu'est-ce qu'elle peut apporter concrètement à l'ONU, Micheline Calmiret? Oh, elle peut apporter beaucoup. Je pense que les États neutres peuvent apporter beaucoup. Vous voyez, la Suisse est un État qui joue très souvent le rôle de bâtisseur de ponts, de médiatrice. Et je pense que le fait d'être présent maintenant dans ces temps de tension ça peut aider d'avoir un État comme la Suisse, qu'on ne soupçonne pas d'avoir des intérêts cachés, qui est un honnête négociateur. Et je pense que ça peut être utile d'avoir un État comme celui-là au Conseil de sécurité. Par ailleurs, la Suisse est un État démocratique, démocratie directe, et elle a essayé, lors de sa présence aux Nations Unies maintenant depuis 20 ans, de faire avancer la démocratisation des méthodes de travail du Conseil de sécurité. C'est difficile, mais je pense qu'elle va poursuivre dans cette voie. Reste que l'invasion de l'Ukraine a démontré l'incapacité de l'ONU à prévenir le conflit. Joseph Deiss, comme ancien président de l'Assemblée générale, est-ce que vous diriez que l'ONU est encore une fois dépassée ?
Non, on ne peut pas dire ça. Il faut simplement être réaliste et connaître le fonctionnement de l'ONU. La situation est grave. Je ne sais pas si dans le monde entier on s'est rendu compte de ce que voulait dire la situation actuelle, à savoir que non pas un membre quelconque, mais l'un des 5 membres veto qui présidait le Conseil de sécurité à la date du 24 février se met en conflit avec tous les éléments principaux de la charte, que ce soit la souveraineté des pays membres, que ce soit le non-recours à la force, que ce soit le non-recours à la menace. Bref, lorsque dans une famille, l'un des membres majeurs est en crise, donne dans la démence, faut-il dire, tout le monde est dans la difficulté. L'ONU n'est pas inutile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sa présence, elle est multiple et on peut dire que la grande différence par rapport à 1945, c'est que l'ONU existe alors que durant la Deuxième Guerre mondiale, tout cela s'est passé sur les décombres de la Société des Nations de l'époque. Donc on peut se dire aussi que sans l'ONU, la situation serait encore bien pire que ce qu'elle est aujourd'hui. L'ONU existe, mais elle est paralysée. Le veto russe empêche la prise de toute sanction contre elle-même, ce qui paraît logique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Joseph Deiss ? Que c'est là l'un des éléments difficiles de l'organisation, mais elle est issue d'un accord qui était organisé notamment par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous devons travailler avec cela. Cela ne sert à rien de se lamenter là-dessus. C'est une réalité qu'il faut accepter. En revanche, on peut travailler pour mieux utiliser ce droit de veto, le mieux le faire fonctionner. Le 26 avril, Liechtenstein a fait aboutir une résolution à l'Assemblée générale où il n'y a pas de droit de veto pour que les pays à veto doivent s'expliquer devant l'Assemblée générale lorsqu'ils recourent à cette possibilité dans un cas d'intérêt personnel. Et c'est ainsi que la Russie doit au moins rendre des comptes devant l'ONU et le monde entier peut prendre connaissance des inepties que ses représentants ont dû présenter au nom de leur gouvernement. Micheline Calmiret, est-ce que la guerre en Ukraine est celle qui finalement va faire évoluer un petit peu l'ONU et le fonctionnement de l'ONU auquel la Suisse contribue ? Écoutez, moi je suis inquiète de la faiblesse du multilatéralisme et de la faiblesse du Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies qui n'a pas su prévenir cette guerre et dont le rôle aujourd'hui elle démontre son impuissance. Et je suis extrêmement inquiète de voir que certains utilisent les Nations Unies aujourd'hui comme un instrument de lutte et pas comme un instrument de dialogue inclusif, que la Russie est suspendue d'un certain nombre d'organisations internationales, alors que l'objectif même des Nations Unies, c'est de pratiquer le dialogue entre toutes les parties pour essayer de paver le chemin de la paix et d'aboutir à des accords et d'aboutir à des compromis. Et je pense que son rôle n'est pas d'utiliser l'institution pour empêcher et pour stigmatiser, pour l'utiliser comme un instrument de guerre. Et ça m'inquiète beaucoup, cette suspension de certains États ou certains autres États qui veulent se suspendre. Moi, je trouve que c'est inquiétant, c'est un mauvais signal, c'est inquiétant pour le multilatéralisme, et j'aurais crainte qu'on aboutisse à la même situation que pour la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Donc, là, vous posez un constat, je suis inquiète de cette faiblesse. Vous posez un constat, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut continuer de travailler. Je pense que il faut que les États membres soient conscients de cette faiblesse, que le secrétaire général, d'ailleurs, qui a été interpellé par des anciens fonctionnaires et qui a fini par se rendre en Ukraine et qui a fini par essayer de négocier des accords humanitaires, qu'il se montre un peu plus actif qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, je trouve que ce qui a frappé vraiment, c'est l'impuissance non seulement effectivement des Nations Unies, mais aussi de l'OSCE, qui était l'organisation qui devait assurer la sécurité sur le continent européen et qui manque de moyens, et qui prend ses décisions à l'unanimité et qui est totalement impuissante, comme les Nations Unies aujourd'hui. Donc moi, je suis inquiète et je pense que les États membres doivent être conscients des risques
pour le multilatéralisme si on utilise une organisation comme les Nations Unies, comme un instrument de guerre. Alors, la Suisse va jouer un rôle avec cette entrée au Conseil de sécurité de l'ONU, mais début juillet, elle va aussi accueillir la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Il est question qu'elle représente les intérêts de Kiev en Russie. Joseph Deiss, en siégeant au Conseil de sécurité, est-ce que la Suisse devrait mettre entre parenthèses ce rôle de bons offices ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire de le faire. Au contraire, d'abord au Conseil de sécurité, il est évident que les pays neutres ont un rôle particulier à jouer parce que j'ai toujours, dans le débat qui a eu lieu dans notre pays à propos de notre neutralité, défendu le point de vue que qui mieux qu'un pays neutre peut jouer le rôle d'arbitre que le Conseil de sécurité, en fait, devrait assumer dans les conflits internationaux. Le grand problème des Nations Unies, c'est qu'elle est basée sur des contrats. Le contrat principal, c'est la charte. Tous les pays membres ont signé cette charte, se sont engagés, et il est très difficile d'agir à partir du moment où l'une des puissances les plus grandes du monde ne respecte pas les engagements qu'elle a pris. Il est d'ailleurs intéressant, à propos du respect de la souveraineté, de noter que l'Ukraine est un membre fondateur des Nations Unies, c'est-à-dire que Staline, à l'époque, avait demandé que l'Union soviétique obtienne 3 sièges, et à part l'Union soviétique, la Biélorussie et l'Ukraine sont des membres de plein droit des Nations Unies depuis 1945. Donc par là, implicitement, les Russes avaient reconnu l'État d'Ukraine et il est évidemment difficile d'agir à partir du moment où tous ces engagements ne sont pas respectés par les flux forts de l'organisation. Pour conclure, le mot de la fin très rapide pour vous, Joseph Deiss. En 2011, vous déclariez que l'ONU était l'autorité morale du monde. Vous le diriez encore aujourd'hui? Oui, non? Oui, je le dis encore, et plus fortement parce qu'elle est basée sur toute une série de textes qui affirment ce qu'il faut respecter. Il y a la charte des droits humains, il y a aussi les conventions de Genève que j'aimerais rappeler, pour lesquelles d'ailleurs notre pays s'est engagé très fortement, d'abord au démarrage, au 19e siècle, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont ces accords-là qui règlent la question des blessés de guerre, des prisonniers de guerre, de la population civile et beaucoup d'autres choses. Donc nous allons en tout cas nous concentrer sur le respect des droits humains pendant notre service au Conseil de sécurité. 2 anciens présidents suisses sur TV5 Monde, Joseph Deiss, Micheline Calmiret. Merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes. À bientôt.